Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, bienvenue dans la super cave. Salut Bulma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi et avec qui? Vidéo spéciale aujourd'hui, un podcast avec quelqu'un que tu connais bien, puisqu'il double la voix de ton mari. Tiens, c'est marrant ça. Une personne sans qui cette chaîne ne saurait pas ce qu'elle est, puisque vous l'entendez en début et fin de chacune de mes vidéos. Vous l'avez donc deviné ou lu dans le titre, Éric Legrand est donc l'invité de cette vidéo. Comédien à la voix inimitable que tout cinéphile et geek qui se respecte reconnaîtra de suite. Générique. Bonjour Eric. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Incroyable de t'avoir en podcast, hein. Ça n'a pas été simple, hein, la négociation. Hein. Je dois dire que j'ai accepté uniquement par amitié pour toi. Parce qu'il y a plusieurs années que j'ai décidé de ne plus jamais faire ce genre de choses, de ne plus jamais faire d'interview. Tu m'as dit que ça ne serait pas vraiment une interview, mais enfin bon, ça y ressemble quand même furieusement. Même si ça n'est qu'un entretien, même si tu appelles ça entretien. Interview, en fait, ça veut dire entretien. Donc j'avais décidé il y a plusieurs années de ne plus jamais faire ça pour différentes raisons. Et puis ça m'embêtait de te dire non. J'ai commencé par te dire non et puis bon, je t'ai dit oui, mais par amitié uniquement, voilà. Exceptionnellement, parce que c'est toi. Que d'honneur, avec des super trucages en plus que tu as mis en place. Ben, ça ne regarde personne ce qu'il y a autour de moi. Hein. Donc Éric Legrand, tu es mondialement connu, et on retiendra surtout ça de ta carrière d'ailleurs, pour faire les voix de Super Chris Coaching, hein, la chaîne de musculation. Non. C'est Super Chris Coaching qui est mondialement connu parce que j'en fais les voix. C'est tout à fait autre chose. Allez, big, 1-0. Éric, est-ce que tu te souviens comment tu as atterri sur ma chaîne, comment on s'est rencontrés? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Non, j'ai aucune anecdote. C'est toi qui m'as téléphoné. Tout simplement, c'est toi qui m'as. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une voix de quelqu'un dont je pensais que c'était une personne plus jeune que toi, qui est déjà un vieillard. Et t'as dû commencer par me laisser un message, certainement, parce que je ne décroche pas quand je ne connais pas le numéro de téléphone. Et puis, c'était très aimable, certainement. Sinon, je n'aurais pas donné suite, je pense. Et donc, je t'ai rappelé, on s'est parlé. Tu m'as dit que tu m'appelais. Bah, c'est Brigitte Lecordier qui t'avait dit de m'appeler, qui t'avait donné mon numéro de téléphone, je suppose. Et je crois que tu leur as dit un truc du genre, qu'est-ce qu'il me vaut celui-là, quoi. Ah, non, elle, oui, non, parce qu'on plaisante toujours entre elle et moi. Oui, j'ai dû lui répondre une horreur, parce qu'elle a dû m'envoyer un message pour me dire sois gentil avec lui, il est gentil, tout ça, et j'ai dû lui répondre m'en fous. On se dit toujours des horreurs entre nous. Mais donc c'est ça, c'est Brigitte qui t'avait donné mon numéro de téléphone, et puis tu m'as appelé, parce que elle avait déjà. Tu as illustré très joliment, parce que tu dessines très bien. Je ne sais pas si les gens le savent, ça, pardon, que tu dessines très très bien. Comment? Sur ma chaîne, je crois pas. J'ai dû en parler très vite Voilà. dans ma vidéo. Mais, Eh ben, ça fait partie de tes qualités, de tes quelques qualités, car tu en as, et que tu es un excellent dessinateur et tu as illustré très très joliment un livre pour enfants qui s'appelle Doudou le petit dragon, un livre qui est également qui est accompagné d'un CD audio et dans lequel Brigitte, pour le premier tome de cette histoire, avait fait les voix ou la voix, enfin de narration plus la voix de quelques personnages, je ne sais plus, du petit dragon, je crois, c'est ça, voilà. Et il y a eu un deuxième tome. C'est pas toi qui écris l'histoire, hein, je précise, c'est une femme écrivain belge, je crois, c'est ça. bon, Et toi, tu en as fait l'illustration. Donc, il y a eu un deuxième tome de ces histoires de doudou. Et pour le deuxième tome, il y avait d'autres personnages qui intervenaient. Et Brigitte, où tu avais eu l'idée de me demander, ou Brigitte avait dû le suggérer, je ne sais pas de qui vient l'idée, que je fasse la voix du copain du petit dragon. Le budget avait un peu augmenté pour le tome 2, donc j'ai dit on a Brigitte, ça serait bien d'avoir toute l'équipe. Voilà. En fait. Voilà, donc j'ai demandé tes coordonnées ainsi que celles de Céline Monsara qui fait une des personnages également du bouquin. Et en fait, je connaissais Brigitte Lecordier parce que mes enfants ont fait du doublage avec elle pour une série qui s'appelle Les Mini Justiciers pour TF1. Et c'est Brigitte qui dirigeait ce dessin animé. Et donc, comme ça que j'ai sympathisé avec Brigitte, quoi. Bah, de là, je lui ai demandé si elle voulait faire la voix du CD de mon bouquin, enfin, du bouquin que j'ai illustré.
Et pour le tome 2, j'ai dit, est-ce que tu crois qu'Éric accepterait, machin voilà, je ne te connaissais pas du tout. Hein. Je m'attendais à un refus catégorique et violent de ta part. Et non, en fait, très cordialement, tu as accepté. Bah oui, c'était rigolo à faire. En plus, le personnage, il est comme ça. Je sais plus, il parle un peu, un petit bonhomme, que il parle un peu comme ça, je crois. Je sais plus. Parce qu'il a une dent qui sort comme ça. Et c'était très, oui, c'était sympa à faire. Et puis donc, on est rentré en contact comme ça. Et puis, bon, on a appris à se connaître et à devenir copains. Et voilà. Donc, ce Doudou, ce petit dragon, c'est très bien. Ça serait bien qu'on en fasse plus de publicité. Parce qu'il est très charmant, ce petit livre. En plus, il est spécial. Pour les enfants dyslexiques. Voilà, c'est ça. Il y a une typographie très particulière, je ne savais pas que ça existait d'ailleurs, qui leur permet de mieux décrypter l'écriture. Voilà. Et c'est très charmant, ces histoires. Et donc, il y a le CD audio en plus pour les tout petits, parce que c'est tout petit, c'est pour les tout petits, tout ça. 5 ans, 3, 4, 5, 6 ans. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact, tout simplement, c'est toi qui es venu vers moi. Et à partir de là, on est devenus copains, et puis tu m'as parlé de ta chaîne. J'ai commencé par te refuser de faire Vegeta, parce que ça, j'ai pas voulu. Mais j'ai accepté les autres voies, voilà. Ah, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qu'Éric fait sur une chaîne dédiée à la musculation. Je cherchais avant tout, moi, à apporter une touche un peu originale, parce qu'il y a tellement de chaînes de musculation, de sport, il y en a, je ne sais pas combien exactement, mais pour se démarquer du lot, j'ai dit si je faisais intervenir mes connaissances, entre guillemets, quoi. Et tu m'as gentiment présenté à tout le reste de l'équipe. Oui, je t'ai fait venir Philippe Ariotti, Marc Lesser, Patrick Borg, Gilbert Lévy. C'est moi. Exactement. Ah, c'est ça, voilà. Et Céline, non, Voilà. Céline, tu l'avais déjà eu. Toi, tu la connaissais, Céline, à cause de Doudou le Petit Dragon, oui. Ouais, je la connaissais d'avant. Et donc, qui intervient avec toi sur chacune des vidéos, histoire de faire une petite interaction sympathique, quoi. Voilà. Et attirer un public un peu geek, parce que bon, c'est un peu mon univers, comme je fais du cosplay. Voilà, c'est pour élargir un peu le public. Donc, comme on est sur une chaîne de musculation, est-ce que toi, Éric, tu as un passif de sportif? Est-ce que tu suis une diète particulière, des entraînements? Est-ce que tu as une routine? Non, j'ai fait de la musculation pendant plusieurs années, oui, quand j'habitais à Paris, parce que j'ai déménagé il y a 7 ans maintenant pour venir vivre à la campagne. Et pendant plusieurs années, j'ai commencé assez tard, hein, et j'ai fait pendant plusieurs années de la musculation. C'est une chose qui m'emmerdait prodigieusement. C'est-à-dire qu'au début, j'allais... Hein? Prenez ça dans la tronche, chers abonnés. Non, mais j'ai rien contre les gens qui en font. Moi, ça m'ennuyait de le faire. Mais c'est-à-dire que aller à la salle régulièrement, et puis surtout, je ne savais pas, moi, m'y prendre ce qu'il fallait faire précisément. Donc, et puis m'astreindre à y aller régulièrement, c'est très difficile. Je crois qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs comme moi qui renoncent au bout d'un moment parce qu'on le fait comme ça, on est très énervé pendant 2 mois, 3 mois, puis au bout d'un moment, on y va de moins en moins, puis il faut se botter les fesses, c'est difficile. Donc, pour me forcer à le faire, j'avais pris un coach, tout simplement. Donc, j'étais contraint de respecter mes engagements, mes rendez-vous, et j'y allais 2-3 fois par semaine, et en plus, il me montrait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai eu 3 coachs successifs, parce que le premier avec qui je suis devenu très ami d'ailleurs, et il est parti vivre aux États-Unis. On est resté en contact, c'est devenu un très bon ami. Le deuxième, il a cessé son activité au bout de quelques années. Et puis le troisième, c'est pareil aussi. Il est parti vivre à la campagne, et moi aussi, j'ai très bon rapport avec lui. Bref, j'ai fait ça pendant plusieurs années. C'était un entretien, et c'était plus qu'un entretien, parce que j'avais besoin de m'étoffer. J'ai pris 15 kilos quand même. Ah, quand même, en combien de temps? Je sais pas, en 3-4 ans peut-être, je sais plus. Ça a été assez rapide au début. Et j'ai commencé tard, hein. C'est-à-dire que si j'avais commencé plus... Je regrette maintenant. Si j'avais commencé jeune, j'aurais un corps magnifique, j'aurais un corps d'Apollon, de dieu grec. Mais bon, je me suis quand même pas mal amélioré. Et bon, je ne dis pas que je suis sublime, tant s'en faut, surtout que j'ai perdu depuis que je vis à la campagne et que j'ai complètement arrêté. Mais j'ai arrêté parce que trouver une salle à la campagne, c'est difficile. En plus, j'étais malade. J'ai de gros problèmes de santé. Et puis maintenant, je suis fatigué. Et puis j'ai des problèmes de dos, je ne pourrais plus le faire. Donc j'ai perdu. Mais je me suis quand même beaucoup amélioré. Et ça me faisait du bien d'avoir cette discipline, d'être forcé d'y aller. Et ça m'a réconcilié en plus avec mon corps, avec le regard que je portais sur lui, parce que je ne peux pas dire que je m'aime aujourd'hui, mais j'ai fini par m'accepter, alors que j'avais du mal à me regarder et à m'accepter. Et ça m'a fait énormément de bien. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai bien dû faire ça pendant 10 ans, je pense, oui, au moins. Mais je te dis, j'ai commencé tard, trop tard en fait. D'accord. Bon. Tu sais, moi, la musique, j'ai commencé, j'avais pas loin de 30 ans. Hein. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Ce que je dis à chacun de mes abonnés, c'est que beaucoup n'osent pas s'y mettre parce qu'ils ont 50, 60 ans, mais comme on dit à chaque fois, il est urgent de s'y mettre. Oui. Et,
tout stress fait sur un muscle apportera une réponse anabolique, quel que soit votre âge, plus ou moins rapidement en fonction de l'âge forcément et en fonction de l'intensité que vous mettez à l'entraînement. Mais c'est que du bénéfice, hein, la musculation. Au-delà de l'apparence physique, tu as un renforcement squelettique, hein, ce que j'expliquais dans d'autres podcasts avec d'autres invités spécialisés là-dedans. Mais l'aspect donc psychologique, l'aspect physique, le renforcement squelettique, le renforcement des défenses immunitaires, voilà. Toutes ces choses font que, quel que soit votre âge, il faut vous mettre à la musculation ou à un autre sport, hein, peu importe. Mais Oui, tout exercice physique ne peut apporter que du bénéfice dans la mesure où il est adapté à sa condition et à son âge, évidemment. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose à 60 ans que ce qu'on fait à 30 ans, hein, bien entendu. Donc il ne faut pas non plus faire des choses qui peuvent être dangereuses pour le corps. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela dit, c'est vrai que pour beaucoup de gens, comme moi, c'est une contrainte un peu casse-pied de le faire. Et c'est pour ça que le coach, quand moi j'avais la possibilité matérielle de m'offrir ça, c'est un luxe que je me suis offert. Un coach, c'est une chose excellente quand on peut se le permettre, parce que ça te contraint, ça te force à y aller, ça te montre d'abord ce qu'il faut faire quand le coach est adapté, quand il est intelligent, quand il sait s'adapter à ta condition, évidemment. Mais c'est une très bonne chose. Parce que c'est vrai que de soi-même, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, comment s'y prendre, c'est très compliqué. Bon, enfin bref, voilà. Donc j'ai fait ça, oui, je sais, mais rien du tout. Aujourd'hui, plus rien, tu arrêtes cette activité Non, c'est très difficile pour différentes raisons. D'abord, il n'y a pas de salle dans les environs. Elles ouvrent le soir à 6h ou 6h30. En hiver, c'est chiant et la nuit est tombée. Moi, j'aurais envie d'y aller dans la journée ou le matin. En plus, il faut prendre la voiture pour y aller, c'est compliqué. Et puis, je suis fatigué. Et puis, je te dis, j'ai des problèmes de dos maintenant qui m'empêcheraient de faire quoi que ce soit. Des gros problèmes de colonne vertébrale, enfin de vertèbre lombaire. Et puis, j'étais malade et voilà. Donc, ça a bouleversé beaucoup de choses. Je me contente d'essayer tous les matins, enfin, la plupart des matins, de faire entre 10 et 15 minutes de petits exercices adaptés pour le vieillard que je suis devenu, pour me réveiller un peu le corps, quoi. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Est-ce que tu ne penses pas que l'exercice physique pourrait renforcer ton dos, justement? Non, je ne saurais pas quel genre d'exercice. Je vais voir un kiné là, qui ne peut pas grand-chose pour moi, malheureusement. Et il m'a montré quelques mouvements, mais il y a très peu de choses que je peux faire, ça me fait mal. Je crois que ce sont les vertèbres qui m'en s'en fout. On s'en fout, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Bon, parlons d'autre chose. On va pas parler de ma santé, on s'en fout. Ma santé, de mes vertèbres, on s'en fout complètement. Ça intéresse qui? Attends, je rêve. Je suis en train de parler de mes vertèbres. Mais qui ça peut intéresser? Personne. Non, seule chaîne au monde, on entend parler des vertèbres d'Éric Legrand. C'est quand même extraordinaire, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais ça a un intérêt très limité quand même. J'aime bien quand tu souris, Chris, je te vois tellement rarement. Sur ta chaîne, tu ne souris pas. Je te le dis pourtant suffisamment. Tu as une bonne bouille quand tu souris et tu souris jamais sur tes entraînements. Je te le dis, il faudrait que tu le fasses. Tu es hyper sympathique, tu as quelque chose de lumineux et de jovial et de gentil camarade, enfin je sais pas, de très sympathique et d'avenant. Et tu ne souris pas sur ta chaîne, t'es chiant quand même. Là, je t'avais jamais vu comme ça. Il faut savoir, chers abonnés, que Eric voit, en gros, c'est un peu mon coach vocal et il me donne son avis sur chacune de mes vidéos quasiment avant qu'elles soient publiées. Donc, je me fais souvent engueuler et j'ai rectifié beaucoup de choses. En fait, quand tu vois ma première vidéo et les dernières, elles n'ont plus rien à voir parce que tu m'as tellement engueulé, entre guillemets, sur ma façon d'exprimer ou autre, que j'ai dû faire un travail énorme sur moi également pour… je te remercie pour ça d'ailleurs, pour avoir une diction plus audible et une présentation moins stricte. Oui, et tu n'as toujours pas réussi. Je te l'ai dit depuis le départ, ce serait bien que tu souris davantage. Alors, de temps en temps, tu fais un effort, mais c'est difficile. Viens t'entraîner avec moi, tu vas voir si tu vas sourire. Non, j'en doute. C'est dommage que tu habites si loin, d'ailleurs, parce que sinon, ce serait volontiers que je te rencontrerais, que tu pourrais me faire quelques petits exercices. Oui, ça serait très bien. Malheureusement, on habite trop loin l'un de l'autre. Bon. Mais tout ça n'a aucun intérêt. Hein. Non, depuis le début, il n'y a aucun intérêt. Hein. Aucun intérêt. Mais enfin, c'est vrai d'ailleurs, je suis toujours stupéfait qu'on veuille savoir davantage ce qui se cache
chez les gens dont on aime le travail. Moi, c'est une chose dont je me fous complètement. Moi, quand j'aime un comédien ou un artiste, quel qu'il soit, si tant est que je sois moi-même un artiste, je me fous un peu de savoir quelle est la personne derrière, parce qu'en fait, quand on en sait davantage, généralement, on est déçu. Enfin, très souvent, en tous les cas, on est déçu. Donc, il vaut mieux se contenter d'aimer son travail. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qui je suis, ce que je pense par ailleurs, on s'en fout. Ou on aime ou on n'aime pas mon travail, mais c'est tout. On n'a pas besoin de savoir qui je suis, qui se cache derrière. Si? Non. Moi, personnellement, je m'en fous. Non, bah justement, en parlant de ton travail, donc bon, tout le monde sait, tu fais la voix de Seyard, tu fais la voix de Yamcha, notamment, que j'ai pris pour ma chaîne, Vegeta, Owen Wilson, etc., etc. Est-ce que, en dehors du travail de, alors j'allais dire de doubleur, tu vas m'engueuler, de comédien de doublage, est-ce que tu as d'autres... Mon travail de doublage, qui est forcément un travail de comédien, mon travail de doublage. Surtout pas dire à Eric que c'est un doubleur, hein, il vous tue. Ah oui. Est-ce que tu as d'autres activités, d'autres passions? Ah ben attends, le doublage, d'abord n'est pas une passion, c'est non, le doublage n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être comédien. Et le doublage est arrivé dans ma vie, tout seul, sans que j'aille le chercher. Ça n'a pas été un désir délibéré de ma part, ça n'a pas été un choix. J'ai fait d'autres choses. Moi, je suis sorti du conservatoire et je rêvais de jouer au théâtre. J'ai joué au théâtre, j'ai tourné un peu pour la télévision, très très peu, à peine pour le cinéma. J'ai fait donc d'autres choses et puis j'ai fait le doublage et le travail de la voix est venu à moi et c'est devenu, au fil du temps, mon activité essentielle. Mais ça n'a pas été une volonté, hein. Les choses se sont faites comme ça pour différentes raisons. Mais je ne suis pas du tout passionné par le doublage, hein. Je trouve que c'est une hérésie, d'abord, le doublage. Je trouve que c'est effroyable, sauf en dessin animé. En dessin animé, c'est tout à fait différent. Les personnages n'ont pas de voix personnelle, n'ont pas de voix propre. Mais sinon, voler sa voix à un comédien et remplacer sa voix et son talent à quelqu'un, c'est épouvantable, en fait. Moi, je ne regarde que des versions originales, hein. Je suis incapable de regarder une version française. Bon, je comprends que certaines personnes le fassent, mais et pour les enfants, pour les gens qui voient mal, pour tout ce qu'on voudra. Mais moi, même quand c'est une langue que je ne comprends pas du tout, je ne regarde que les versions originales. J'ai envie d'entendre la voix de l'acteur original. J'ai pas du tout envie d'entendre un comédien français, aussi bien soit-il. En plus, comme disait le regretté Patrick Poivet, qui est un garçon charmant, qui nous a quittés il y a quelque temps, qui était un très bon comédien, qui a fait beaucoup de doublage, et d'autres choses aussi par ailleurs, hein. Il disait, mon travail dans le doublage est d'essayer de respecter, pas de respecter, d'abîmer le moins possible, en le respectant, l'acteur que je double. Et quand on arrive à donner 80% de ce qu'il fait, c'est un miracle déjà. Et je suis tellement d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans le meilleur des cas, au moins 20% de son talent et de ses qualités qui disparaissent dans un doublage, aussi bien soit-il. Sauf en dessin animé, encore une fois, ça n'a rien à voir, hein. Donc, enfin, bon, voilà. Le doublage n'est pas du tout une passion. Et je ne crache pas dans la soupe en disant ça. Je veux dire que c'était un trajet, mais ça n'a pas été quelque chose que j'ai cherché, que j'ai désiré. Ça n'a pas été là où je me suis où j'ai pris le plus de plaisir. Si, il m'arrive de prendre du plaisir parfois, mais pour moi, avant toute chose, c'est de jouer au théâtre qui me plaisait, qui me plairait encore si je pouvais le faire. C'était ça mon rêve, c'était là où je prenais mon pied, vraiment. C'était là où je m'épanouissais le plus, c'est sur une scène de théâtre devant les gens, devant un micro pour doubler quelqu'un. Bon, ça peut être très sympa, on est bien d'accord, mais bon. Oui, c'était quoi la question? Je fous le camp ailleurs, je ne sais plus. C'était ça. Il y a d'autres choses qui m'intéressent, heureusement. Des activités hors du comédien que tu fais, quoi. Ah, des activités. Est-ce que tu association, est-ce que tu défends des causes? Ah oui, oui. Je suis très concerné par la détresse animale. J'ai fait partie de beaucoup d'associations de protection animale. Je dis j'ai fait partie parce que maintenant j'ai pris de la distance par rapport à ça pour des tas de raisons, mais je suis toujours très concerné par le sort des animaux. Et la vie animale est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'adore les documentaires animaliers. Je déteste la chasse, donc on pourra peut-être s'en douter. Je ne comprends pas qu'on puisse prendre du plaisir à tuer un animal. Ça, il y a quelque chose qui me dépasse absolument. Et, ça, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Et puis autrement... concerné par les causes, oui, bien sûr. Comment dire, je suis devenu ami avec un garçon qui s'appelle Sébastien Joachim,
qui a 40 ans, un petit peu plus maintenant, qui est venu vers moi aussi, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, mais quelques années quand même, qui est atteint d'une maladie dégénérative de la rétine, qui s'appelle la choroïdérémie. C'est une maladie génétique qui fait qu'il devient progressivement aveugle. Il le sait depuis plusieurs années, il ne voit presque plus, il y a un œil qui est devenu complètement aveugle, l'autre maintenant il voit que par un petit trou comme ça, et il sait qu'à terme, rapidement, il va devenir complètement aveugle. Et il était venu vers, et ce garçon qui fait de la boxe, il se défoule en faisant de la boxe. Toute l'agressivité, tout le stress de ce drame terrible, il le défoule autant qu'il peut physiquement en faisant de la boxe. C'est un grand beau mec, et intelligent, sensible. C'est drôle parce qu'il me rappelle qui tu es un peu d'une certaine manière. C'est-à-dire que derrière cette apparence comme ça, il y a un individu qui ne correspond pas forcément à l'image que tu peux envoyer physiquement. Tu es quelqu'un de très sensible, j'en suis sûr, je te l'ai déjà dit, et de timide d'une certaine manière, de réservé, toi. Et tu te caches derrière cette apparence, j'en suis certain. Et lui ne se cache pas, mais il a derrière cette apparence de grand beau mec comme ça, une fêlure d'abord due à son handicap, et une énorme sensibilité, mais il combat ça. J'ai une estime folle pour ce garçon. J'ai énormément d'amitié. Je le considère comme, bien qu'on ne se contacte que par mail ou par Skype ou par Messenger. Je ne l'ai rencontré qu'une fois en vrai, mais on se contacte souvent. Et je le considère comme quelqu'un de ma famille maintenant. C'est un type qui se bat contre ça, qui cherche à utiliser son handicap d'une manière positive. C'est-à-dire qu'il a monté une association pour faire parler du handicap visuel des gens, pour essayer d'organiser des événements pour récolter des fonds qu'il reverse intégralement à la recherche médicale. Il est invité dans des débats, dans des colloques, à la télévision pour parler de tout ça. Il cherche à transformer ce drame terrible, à l'utiliser pour le mettre au service des gens qui sont comme lui handicapés. Et j'ai une admiration folle pour lui. Il me touche, mais infiniment. Et il était venu vers moi je ne sais plus du tout pour quelle raison, pour me demander de faire quelque chose pour lui, je ne sais plus. Toujours est-il qu'on est resté en contact, on a appris à se connaître, je me suis mis à éprouver pour lui énormément d'amitié, je crois que c'est réciproque. Et on a un projet ensemble, enfin, il a un projet dans lequel je l'aide. Il voulait faire quelque chose avec Dragon Ball. Et je lui ai dit que oui, je pouvais lui apporter mon aide dans ce cadre-là. Et on envisage. Évidemment, tout est arrêté à cause du Covid, là, évidemment, pour l'instant. Mais on avait commencé à mettre sur pied, lui, a commencé à mettre sur pied, ce qui se fera dans quelques mois, quand tout sera redevenu normal, une exposition de photos de gens handicapés visuels comme lui, qui ont des destins, chacun des histoires, mais à vous rendre épouvantables, quoi. Il y a dans l'eau, par exemple, une fille qui devient aveugle et sourde. Tu réalises devenir aveugle et sourde en même temps. Mais quel poids, mais quel karma, quel drame, c'est une horreur, quoi. Et tous ces gens-là, donc dans cette exposition, ils sont pris en photo avec des auras comme dans Dragon Ball, et ils ont tous écrit leur petit parcours sur un petit texte. Tous les comédiens de la version française de Dragon Ball que j'ai réussi que j'ai sollicité, que j'ai réussi à intéresser à ce projet, ils l'ont été tous très facilement d'ailleurs, chacun a enregistré un des textes qu'on pourra entendre par un petit magnétophone quand on sera au cours de l'exposition, et on sera tous présents pour signer des autographes et pour une séance de questions-réponses. On devrait être au moins une dizaine, j'espère, et ce qui attirera des fans normalement, et ça sera l'occasion aussi de faire venir un professeur qui pourra parler du handicap, et ce sera payant, et on pourra récolter des fonds, et en plus il y aura une vente aux enchères de dessins de Dragon Ball qu'on a demandé à différents dessinateurs, dont un qui s'appelle Jérôme Alquier, qui est très connu dans le milieu du manga, et qui a commencé à nous faire des dessins qu'on vendra aux enchères, et on va essayer de récolter de l'argent comme ça pour son association. Bref, je ne sais pas si je suis très clair dans tout ce que je raconte, mais tout ça pour dire que... D'ailleurs, je crois que tu en parles sur ta page Facebook de Sébastien. Voilà, ah oui. Et
comment dit-on, je reposte, je partage des choses que lui, ah merde, met en ligne. Et donc, il avait organisé un crowdfunding pour récolter des fonds pour mettre en place cet événement, parce qu'évidemment, il faut payer un photographe, il faudra payer un local, il faudra payer du matériel, il faudra payer un certain nombre de choses. Nous, on fait ça totalement gratuitement, on est bien d'accord, hein. Donc, il avait récolté quelques fonds. Qui sont toujours de côté. Il ne faut pas que des gens qui ont payé, qui ont donné quelques sous m'entendent. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est aux oubliettes. Pas du tout. C'est mis en sommeil. On est forcé pour l'instant. Mais ça se fera dans quelques temps. Il faudra trouver une salle. C'est très difficile. Il faudra trouver et puis réunir tous les comédiens, une dizaine. Ça sera compliqué aussi. Mais ce sera un événement exceptionnel parce que ça sera la première fois qu'on réunira autant de voix françaises de Dragon Ball à la fois, qui se sentent concernés par ce projet. Mais tous ont été très, très touchés par les textes qu'ils ont eu à lire. C'est des textes bouleversants, mais vraiment bouleversants. Mais il ne faut pas croire que ce sera un truc qu'on va pleurer, hein. Ce sera, comment dire, ce sera un événement à la fois Dragon Ball et handicap, mais bon, ce sera que les fans de Dragon Ball viennent. On ne va pas parler du handicap pour les faire pleurer. Non, c'est l'occasion enfin, tout ça sera mélangé, mais... Vous allez lier l'utile à l'agréable. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, enfin, tout ça pour dire que oui, sa cause, qui dans l'absolu n'est pas une chose qui me concernait moi personnellement, évidemment m'a touché. Si, quand on parle de choses comme ça, même si on ne connaît personne qui est atteint, bien sûr, on ne peut être que touché. Mais là, je l'ai été humainement, moi, par lui, puisque j'ai fait sa connaissance. Et ce type me bouleverse, vraiment, il me touche infiniment. J'ai presque envie d'en pleurer quand je parle de lui, parce que c'est un parcours tellement, lui et d'autres, tous les, le garçon dont moi j'ai enregistré le texte, m'a demandé aussi, je suis rentré en contact avec lui par Messenger, il m'a demandé autre chose, j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu. Et ça n'est pas une cause vers laquelle je serais allé de moi-même. Ils sont venus à moi et donc maintenant je me sens impliqué dans ça parce qu'on m'a demandé de l'aide, une petite aide, hein, je ne sais pas grand-chose, et je suis prêt, j'essaye de le soutenir autant que je peux. Ça, c'est une chose importante pour moi. J'ai vu dans les questions qu'on pouvait me poser, c'est quelle était ma philosophie de vie. Je ne sais pas comment on peut répondre à ça, mais je sais qu'une chose qui est importante pour moi, c'est le respect de la parole donnée et quand on s'engage dans quelque chose, essayer de le faire à fond et de ne pas lâcher les gens et de ne pas le faire comme ça à la légère. Et je me suis engagé avec Sébastien et je sais qu'il sait, je crois qu'il pourra toujours compter sur moi. Je suis là maintenant, j'ai donné ma parole, je me suis engagé et je me tiendrai là. Je lui dis, je suis à tes côtés s'il y a quelque chose, dans la mesure où je peux. Si je ne peux pas, si j'estime que ça n'est pas le bon moment, je lui dis, on parle. Je dis non, quand il me demande parfois de parler de tel truc, je lui dis non, c'est pas le moment. Attendons un peu, mais je te promets, je le ferai. Et quand je donne ma parole, quand je promets quelque chose, je le fais. Mais je crois que tu le sais peut-être, ça. Je confirme. C'est une chose qui est très importante pour moi. Ouais, je mettrai un lien en description de cette vidéo pour aller voir justement. Oui, oui, sur ma page Facebook, j'en parle. Et puis Sébastien Joachim, on trouve très facilement son association et il en parle. Il a écrit un bouquin d'ailleurs aussi. Il a écrit un livre sur son parcours. C'est bouleversant. Et oui, et quand je l'ai rencontré la première fois, c'était terrible. On s'est rencontrés à Paris. Il venait parce qu'il n'habite pas à Paris. Il habite en Espagne. Son ami est argentine et ils habitent à Barcelone ensemble. Et là, il était venu exceptionnellement à Paris dans sa famille. Donc, il avait été emmené en voiture dans un endroit où on s'était donné rendez-vous. Il est arrivé avant moi. Et quand je suis arrivé, il m'a entendu. Et j'ai vu ce type, ce grand. C'est un très beau mec, un beau garçon, il pourrait être mannequin. Et il s'est retourné vers moi. Et ça ne se voit pas du tout qu'il a un regard comme toi et moi. Et ça ne se voit absolument pas ça ne se voit pas qu'il ne voit pas. Il s'est tourné vers moi, mais je me suis rendu compte qu'il ne me regardait pas. Il m'entendait venir et je me suis assis en face de lui et j'ai vu quelqu'un qui ne me voyait pas tout à coup. Et j'ai pris ça. C'est idiot ce que je dis parce qu'on le sait. Mais là, le voir là, lui en vrai, en chair et en os, devant moi, tout à coup, j'ai ressenti... Ah, c'est terrible, ça m'émeut infiniment. J'ai ressenti son handicap, j'ai ressenti son
ce drame-là. Et il est parti à un moment donné, il s'est levé, il est parti aux toilettes, et j'ai vu qu'il prenait sa canne, et qui se dirigeait, il voit tout petit peu, il a demandé où c'était, et quand il est revenu, c'est pareil, il cherchait la table, et il s'est trompé d'endroit, et je l'ai appelé, et il s'est dirigé vers moi avec simplement au son, comme c'est idiot ce que je dis, c'est bien que tous les aveugles réagissent comme ça, mais l'avoir là, ce garçon qui était devenu mon ami, comme ça, et de me dire, je ne peux rien pour lui, il est face à ce drame, je ne peux simplement qu'être là, et lui dire, je t'aide, j'essaierai de t'aider. Ah, c'est quelque chose qui me bouleverse infiniment. Le drame de quelqu'un auquel on ne peut rien, pour qui on ne peut rien. C'est bête ce que je dis. D'accord. Enfin, tu es quelqu'un de. Oui, bah, tu disais que j'étais sensible. Je te renvoie l'ascenseur. Hein. Tu es extrêmement empathique. Peut-être, je ne me rends pas compte. Oui, probablement, quand j'aime les gens, quand ils me touchent, oui. Enfin bon, ça va, mais on va pas non plus passer des heures là-dessus. Mais oui, non, parce qu'on parlait de cause. Voilà, c'est ça, on parlait de cause. Et donc oui, si on vient vers moi pour une cause comme ça, mais attends, il faut qu'on sache aussi, je reçois parfois des messages de gens qui me demandent pour telle ou telle cause, un message avec la voix de Vegeta. Non, ça je veux pas, je fais pas. Je fais rien avec la voix de Vegeta pour lui. Si on fait, enfin, quand on fera cet événement, j'y serai, moi, en tant que comédien qui double Vegeta, bien sûr, mais je ne lui fais pas de message avec la voix de Vegeta. Ça, je refuse. Je ne veux pas, d'ailleurs. Pour toi-même, je n'ai même pas voulu. Non, ça, faut pas confondre. Je suis prêt à aider, à faire mais pas qu'on me demande un petit message avec la voix de Vegeta j'en ai reçu plein. Enfin, si je l'ai fait une fois, c'était pareil, c'est un truc pour un enfant. Donc, ça m'a aussi bouleversé. Donc, je lui ai fait un petit message avec la voix de Vegeta, mais je veux pas qu'on me le demande tout le temps. Mais faut pas que je dise ça parce qu'encore je vais en avoir d'autres qui vont me demander, puis je ne saurais pas refuser. Mais je veux pas. Oh là là, c'est compliqué parce que c'est contradictoire tout ça, mais bon, bref, bon allez, putain, pas d'autre chose. Non, mais justement, pourquoi je parlais d'empathie, c'est que tu as souvent essuyé des critiques où on pensait tout le contraire de ça, justement. Comme quoi, enfin, même moi j'ai lu des remarques comme quoi tu étais hautain, que tu ne respectais pas tes fans, entre guillemets. Bon, moi je sais que c'est complètement faux pour te connaître, t'avoir côtoyé, on a fait beaucoup de déplacements ensemble, on a beaucoup discuté. Voilà, je voulais aussi montrer cette passe de Éric Legrand qui est contraire à tout ce qu'on peut lui reprocher, quoi. Oh, j'ai lu ici je suis hautain, je suis froid, je suis prétentieux, je suis des tas de gens qui ne m'ont jamais rencontré d'ailleurs, la plupart qui ne m'ont jamais rencontré. Parce que les témoignages des gens qui m'ont rencontré en convention, en effet, c'est tout le contraire. Généralement, on dit que je suis sympathique, que je suis à l'écoute, et c'est tous les gens qui ne m'ont pas rencontré. C'est à travers des interviews, s'imaginent que je suis comme ça, parce que ils comprennent de travers ce que je dis, ils l'interprètent, ils le lisent mal, ils le comprennent de travers, sous prétexte que je dis que je ne suis pas un fan de Dragon Ball. Oui, non, ça n'est pas mon univers. Ils en déduisent que je suis un sale con, que je méprise mon travail, donc que je méprise les fans. J'ai même lu, ça c'était le pompon. Ah, il y en a eu quelques-uns des pompons. L'un, c'était, il est écrasé. Attends, j'ai mon ego qui est écrasé par Vegeta, je ne sais plus, une connerie comme ça. Et puis l'autre, surtout, le plus extraordinaire, c'était, il crache presque sur ses fans. Presque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que je crache sur les fans, puisque je passe mon temps sur Facebook, quand on m'envoie des gentils messages, je passe mon temps à les remercier, à dire c'est gentil, merci, ça me touche, etc. Donc on ne peut pas dire que je crache sur eux. Donc on dit que je crache presque sur eux. C'est extraordinaire, ça. Tu vises mal. Oui, ça doit être ça, oui, c'est ça. Oui, oh là là, j'en ai lu des choses désagréables sur mon compte. Et puis des gens qui comprennent mal aussi. C'est pour ça, en grande partie, oui, c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter les interviews. J'en ai marre qu'on prenne de traviole, qu'on interprète, qu'on me dise que j'ai dit blanc quand j'ai dit noir, qu'on dise que j'ai dit noir quand j'ai dit blanc. J'ai lu que j'avais écrit sur mon blog, j'ai jamais eu de blog de ma vie, hein. J'ai un site, j'ai pas un blog, c'est pas la même chose, que j'avais écrit sur mon blog, que je voulais plus qu'on m'emmerde avec le doublage. C'est extraordinaire. Sur mon site, qui n'est pas un blog, j'ai au contraire fait des articles relatifs au doublage. Or, on a écrit que sur mon blog, j'avais écrit qu'on ne voulait pas qu'on m'emmerde avec ça. C'est magnifique. J'ai lu aussi qu'en convention, j'avais envoyé chier des gens. C'est-à-dire que je vais aller en convention,
pour dire aux gens, ne m'emmerdez pas, je viens en convention, mais je veux pas qu'on m'emmerde. C'est extraordinaire, ça, quand même. Chez le coiffeur, c'est passionnant, ma vie. Hein. Mais ça, c'est pour parler des gens, c'est pas pour parler de ma vie. Chez le coiffeur chez qui je vais, la première fois que je suis rentré chez lui, il a fait glup, il me l'a dit après, parce que c'est un fan de Saint Seiya. Et il connaissait ma bouille, il connaissait mon nom, tout ça, donc il s'y attendait pas. Et puis après, il me l'a avoué longtemps après, maintenant on est devenus assez copains. Et il m'a dit après, il m'a dit oui, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils vous avaient rencontré en convention et que vous les aviez envoyés chier. De ma vie, je n'ai fait ça, jamais. Peut-être qu'en convention, il est possible que des jeunes en convention, hors des séances de questions-réponses, hors des moments où on est au bureau et on signe des autographes, quand je me balade dans les couloirs, peut-être qu'il y a des jeunes qui sont venus vers moi, qui m'ont peut-être fait tu nous fais Vegeta? Oui, ça je l'aurais peut-être dit, je ne les ai pas envoyés chier, j'ai peut-être répondu non, simplement. Ça, c'est possible, mais ça ne va jamais plus loin. J'ai lu aussi, oui, une fille qui m'avait écrit. C'est passionnant tout ça, mais oui. Une fille m'avait écrit pour me demander des demandes de messages, j'en ai quasiment toutes les semaines, parfois plusieurs fois par jour. Alors, un petit message avec la voix de Vegeta, pour mon mariage, pour mon anniversaire, pour mon meilleur ami, l'autre fois c'était pour annoncer la naissance de mon fils, de mon enfant, pour toutes les raisons du monde. Donc à chaque fois, je refuse gentiment. Avant, je refusais à m'envoyer un petit message gentil en disant non. Bon. Et maintenant, j'ai écrit un article que j'ai mis en ligne sur mon site, un long article, et j'explique pourquoi je refuse, et je renvoie les gens vers cet article. À l'époque, je n'avais pas encore écrit cet article. Donc la fille me contacte pour je ne sais plus, pour son copain. Elle voulait un message avec la voix de Vegeta. Bon. Et je lui ai répondu, gentiment, je lui ai répondu. Moi, je pense qu'il y a des tas de gens qui n'auraient même pas répondu. Hein. Envoie un message à Florent Pagny pour lui demander 3 notes de chanson parce que tu es fan, tu vas voir s'il va te répondre. Bon. Ou à Gérard Depardieu, ou à Catherine Deneuve, envoie-lui un message pour lui demander. Bon, tu vois. Bref, moi, je réponds un petit message, un petit mot gentil en disant non, je ne veux pas, mais enfin bon, souhaitez-lui un bon anniversaire de ma part. Très bien. Et ben, j'ai lu sur un forum que le frère de cette fille a écrit sur un forum. Ma sœur lui a demandé un message et il l'a envoyé chier violemment, sous prétexte que monsieur ne supporte pas qu'on l'emmerde avec ça. C'est extraordinaire. Je l'ai envoyé chier violemment. Quand j'ai lu ça, j'ai répondu, moi, et j'avais gardé l'échange, et j'ai dit voilà l'échange. Voilà notre échange, voilà son message et voilà ma réponse. C'est ça que vous appelez envoyer chier violemment. Et il m'avait répondu en disant j'en ai rien à foutre, de la manière, vous êtes un sale con, un truc comme ça. C'est extraordinaire. Ouais. Les petits rigolos là, ils se cachent derrière un pseudo, mais c'est du flan, quoi. Les réseaux sociaux, c'est épouvantable. Les réseaux sociaux c'est un des maux de notre société aujourd'hui, ça. Ces réseaux où tout le monde s'exprime tout le temps, à tort et à travers, pour dire n'importe quoi, n'importe comment, si possible n'importe comment, dans un français généralement épouvantable, qu'il faut lire à voix haute parce que sinon on ne comprend pas. Et souvent pour dire des insultes, pour dire des choses désagréables, ce qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quel pourcentage de personnes qui écrivent sur Internet, sur les forums, qui réagissent sur Facebook et tout ce qu'on voudra, quel pourcentage de personnes se demandent avant d'écrire est-ce que je vais bien dire ce que j'ai envie de dire, et surtout est-ce que ça intéresse quelqu'un d'avoir mon opinion? Ça n'intéresse personne. Moi, fut un temps, parlons de moi quand même, parce que là, on s'éloigne un peu et c'est quand même beaucoup plus intéressant de parler de moi. Sur Allociné, on peut poster des critiques des films. Et ça m'amusait, fut un temps, d'écrire, moi, des critiques de films que j'avais vus et de les poster. Et puis, je me suis rendu compte un jour qu'en fait, la plupart du temps, c'était très souvent, enfin, la majorité de mes critiques, pas toutes, mais la majorité de mes critiques étaient des critiques négatives. Et c'était pour en dire des choses désagréables. Et un jour, je me dis, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Pourquoi dire des choses négatives sur quelque chose? Si je poste quelque chose, maintenant, je ne posterai quelque chose que pour en dire du bien. Que quand j'en penserai du bien, je le posterai. Sinon, ça sert à quoi de démolir quelque chose? Les gens vont aller le voir, ils l'aimeront, ils l'aimeront. Il y a des critiques qui font ça dans ces métiers, ils le font plus ou moins bien, plus ou moins méchamment. Mais moi, ça sert à quoi que moi, j'aille rajouter quelque chose et dire que je trouve que ce film est de la merde? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Qui s'intéresse à mon opinion? Personne. On n'en a rien à foutre. Allez donc voir le film et vous ferez votre opinion vous-même. Vous regardez une bande-annonce, vous verrez si ça vous plaît pas, mais ça sert à quoi? C'est pareil sur les réseaux sociaux, je trouve. Les gens se répandent tout le temps, en permanence, sur Twitter, mais c'est une catastrophe. C'est un outil qui peut être magnifique,
très utiles, bien sûr, mais 99,99% des tweets qui sont balancés sur Twitter ne servent à rien. Et on s'en fout de ce que vous en pensez. Sauf si éventuellement vous le demandez dans un sondage. Mais c'est rare. Sinon, mais restez chez vous. Arrêtez de balancer tout le temps. Je pense ci, je pense ça, c'est un con, j'aime pas, je m'en fous, hein, I like pas, oh, s'y va, ta mère. Mais qu'est-ce qu'on en a? Bon, ça y est, je me calme parce que je suis énervé. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, de toute façon, les réseaux, ça donne du courage à ceux qui n'en ont pas. Hein. C'est ça. C'est ça. Et c'est violent. Et quand on reçoit les gens comme moi qui sont un petit peu plus exposés, encore, moi, c'est 3 fois rien par rapport à ceux qui le sont vraiment. Quand on reçoit des critiques, des choses. Les critiques sur mon métier, ma manière de faire quelque chose, je les accepte toutes. Je les trouve, celles qui sont. Je les trouve souvent elles ne sont pas argumentées, mais peu importe, ils ont le droit de ne pas aimer. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils le disent très bien, très bien. Mais ça, je le conçois parfaitement. Ils ont parfaitement le droit de pas aimer. D'ailleurs, moi-même, si j'étais pas moi, si je m'entendais faire ce que j'ai fait dans certaines choses, je dirais que c'est mauvais. Bon. Donc, je conçois qu'on puisse ne pas aimer. Mais toutes les critiques sur le reste, sur le caractère, qu'on ne connaît pas, comme moi, sur l'apparence physique, c'est violent quand tu reçois ça dans la tronche. Moi, j'ai lu des choses sur les forums. Oh, Ziva, oh là là, c'est un vieux, c'est un daron, oh là là, mon rêve s'écroule, oh là là, je m'attends là, il ne ressemble pas. Mais c'est très violent quand on reçoit ça sur le coin de la gueule. Et à mon niveau, c'est rien. Mais t'imagines quand tu es très, très connu et tout ce flot de haine inutile que tu reçois comme ça sur la tronche. C'est pour ça que des tas de gens se désabonnent d'ailleurs, hein, des tas de comédiens connus arrêtent ou des notoriétés n'y foutent plus les pieds parce que c'est très violent, ça t'entame. Alors on te dit ne fais attention qu'à ceux qui sont positifs. Mais hélas, on est ainsi fait qu'on fait essentiellement attention à ce qui est négatif, à ce qui ne va pas. Et donc c'est ça qui vous fait mal. Le reste, ça vous fait du bien, c'est gentil, mais on ne le croit pas forcément d'ailleurs. Mais tout ce qui est mauvais, on le croit, on le prend en pleine poire. Et c'est violent, oui, c'est destructif. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'arrêter aussi mes interviews, parce que ça donne, comme ça je me dis, ça donnera moins prise à ces réactions violentes. Oh là là. Profitez les gens, c'est bien. Faites tourner cette vidéo. Mais je parle trop, je suis trop bavard, c'est affreux, terrible. C'est ton podcast, hein, c'est pas le mien. Hein. Moi, ils me connaissent déjà. Mais quand je commence, on m'arrête plus. Une chose importante, justement. Je parlais du respect de la parole donnée, et c'est un peu dans la foulée de ce que je viens de dire là. Pour moi, une chose essentielle dans la vie, je suis infiniment choqué, touché. Choqué oui, les jeunes disent maintenant je suis choqué dans le sens positif, pas du tout, ça c'est une erreur de langage. Hein. Choqué, ça veut dire I'm shocked. Je pense pas un choc, bim, ça me fait du mal. Quelque chose qui me choque, c'est l'injustice. Ça, c'est quelque chose qui me met dans des états épouvantables. C'est pour moi ce qui est juste, au sens non pas de justice, c'est de la justice, c'est ce qui est du domaine de la loi. Il y a des lois à la con, c'est pas pour autant qu'il faut pas les respecter, mais la justice, enfin ce qui est juste au sens de justesse, c'est-à-dire au sens qui éthiquement, moralement est à sa place, est juste. Ça, c'est une chose qui est très importante pour moi. Je suis bouleversé par ce qui n'est pas, oui bouleversé, enfin très 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 atteint, parce qu'il n'est pas dans juste. L'injustice aussi, donc l'injustice, appelons ça comme ça, est quelque chose qui me heurte énormément. J'essaye, moi, toujours d'être honnête. Je crois, je me reconnais pas beaucoup. Je parle trop de moi. Oh là là. Je me reconnais, je pense avoir beaucoup de défauts et je ne me reconnais pas tant de qualités que ça. Mais une dont je crois pouvoir dire que je l'ai, c'est que je suis quelqu'un de droit et d'honnête. Et justement, par souci de justesse, de justice. On peut me faire confiance. Et par exemple, et je suis respectueux des autres. Ça, c'est une chose étonnante. On parle énormément de respect à l'heure actuelle. Tous les jeunes ne parlent de respect. Ouais, tu ne me respectes pas. Lesquels ne respectent rien du tout, d'ailleurs. Parle-leur de discipline, de règles à respecter, pas du tout. Ça, ils n'en ont rien à foutre. Mais en revanche, ils veulent qu'on les respecte. Ça, c'est une chose qui me sidère aussi terriblement. Ouais, tu ne me respectes pas. Oui, mais commence par respecter les autres. Et commence par respecter la discipline collective. Déjà, bon.
Et le respect des autres, pour moi, c'est se respecter soi-même déjà. Enfin, quand tu respectes les autres, tu te respectes toi. Ça veut dire que tu empêcheras, tu feras en sorte que les autres n'aient pas de jugement négatif sur toi. C'est par un égoïsme intense que je respecte les autres. Je veux pas qu'on dise du mal de moi, donc j'essaye de les respecter. Tu peux me faire rentrer si tu n'es pas chez toi, tu peux me donner les clés de chez toi, je ne toucherai à rien. Je ne regarderai rien. Tu me diras d'aller là, j'irai là. Tu peux me faire. Sur le canapé, chez moi, dans le salon, bien sage. T'as rien touché, je confirme. Tu peux me faire absolument confiance. Parce que c'est une question de respect de moi. Je ne veux pas qu'on puisse penser que j'ai touché à tes affaires, que j'ai fouillé dans tes affaires. Tu vois, mais c'est un exemple, hein, c'est symbolique. Tu as été bien éduqué, puis Mais c'est au-delà de l'éducation. Enfin, oui, l'éducation compte, mais mes parents m'ont pas forcément appris. Si, mes parents étaient comme ça, bien sûr, mais ils m'ont pas forcément appris. Ça, je veux dire, c'est une question de regard sur la vie, de regard sur soi et de prise de conscience. Je dis pas que j'ai toujours été comme ça, mais avec l'âge, et c'est devenu des choses très très importantes pour moi. Je pense que c'est une attitude philosophique, hein, pour reprendre un mot qui a été mis sur ta page Facebook, une attitude morale, éthique, oui, qui est importante. Comme là, une chose en entraîne une autre. La propreté. Aujourd'hui, dans ce monde où on ne parle que de catastrophes climatiques, de respect de l'environnement, de respect de la planète, on en parle tout le temps, partout. Tu continues à avoir des saloperies partout par terre. Les gens foutent tu vois des masques par terre. Comment peut-on oublier son masque, le laisser tomber? On le jette. C'est ça, les gens le foutent par terre, ils se retournent pas. Mais comment peut-on je ne le comprends pas, mais je ne l'admets pas, mais je peux comprendre. Quand tu vis dans une banlieue pourrie, en béton, épouvantable, dans un environnement qu'on t'a imposé, triste, sinistre, où tout à coup tu t'en fous, tu dégrades tout, je ne l'admets pas, mais je peux comprendre le processus qui te mène à te dire je m'en fous n'importe comment, un peu plus, un peu moins, ça m'est égal, et je déteste cet environnement, je le détruis encore plus. Mais quand tu vis à la campagne, d'accord? Quand tu vis à la campagne, l'air pur, le ciel, les oiseaux, l'herbe, etc. Tu respectes ça. C'est beau, c'est propre. On ne peut pas dire que ton environnement est merdique. Eh bien, moi qui vis à la campagne, je fais 6 km pour aller de chez moi au bled le plus proche. Sur ces 6 km de route, c'est une décharge le long de la route. Tu m'entends? Tous les 5 mètres, il y a une saloperie. Comment est-ce possible? Dans le petit bled à côté de chez moi, donc où je vais, il y a des maisons du 15e siècle, c'est très très mignon. Tu as des très vieilles maisons. Il est charmant. Il n'est pas extraordinaire, mais il est charmant. Eh bien, les rues sont jonchées de saloperies, de mégots de cigarettes. Un des cafés, il y a, à la sortie du café, on ne peut plus fumer dans le café maintenant, donc les gens fument à l'extérieur. À la sortie du café, tu as un bac pour mettre les mégots. Tu as plus de mégots autour qu'à l'intérieur. Le café est juste à côté d'un petit pont qui donne sur une petite rivière très charmante où il y a des cygnes, des canards, c'est adorable, c'est mignon comme tout. Et ben l'autre fois, je voyais des mecs qui fumaient, ils jettent son mégot dans la rivière. Comment peut-on? Dans la rivière, on sait que ça pollue. Dans une rivière, ça fait partie dans les eaux, ça fait partie des plus gros polluants, ça, les mégots de cigarettes. Comment peut-on faire? Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, nom de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ne te transforme pas. Ah oui. Non, mais c'est terrible. Ça, c'est une chose pour moi, je ne comprends pas. Mais le moindre bout de papier que j'ai, je le fous dans ma poche et j'attends une poubelle pour le jeter. Sur les parkings des supermarchés, c'est une décharge publique par terre. L'autre fois, un bonhomme, il ouvre sa vitre, paf, un papier par terre comme ça. Mais ça me donne des envies de meurtre. Mais c'est terrible. Ça me dépasse, mais alors à l'infini. Aujourd'hui, où on ne parle que de ça. Les gens feraient ça dans leur chambre? Ils foutraient un papier par terre? Non. Bon, ça y est. Tu m'as énervé. Voilà, tu m'en parlais pas, mais tu m'as. Voilà, ça y est, je suis énervé. Allez, Éric Legrand a fait entrer l'accusé. En parlant d'énervement, est-ce que ça t'est arrivé de ne pas être d'accord avec tes partenaires de travail? Oh là là, oui. Ouais. Mais si je ne suis pas directeur artistique, je n'ai rien à leur dire. Mais ce que j'entends ne me convient pas forcément. Et il m'arrive souvent de ne pas être d'accord avec les directeurs artistiques. Alors je le dis ou je ne le dis pas, mais j'ai souvent du mal à m'empêcher de le dire.
Je fais des efforts pour le dire d'une manière aimable, mais ça m'arrive très souvent. Bien sûr que ça m'arrive. Et en publicité aussi, par exemple. Tiens, très, très souvent, ça m'arrive on me demande des choses et ça m'énerve, puisque c'est des choses à la con. C'est pour ça qu'on entend dans les publicités des choses tellement... Parce que plein de comédiens ne sont pas comme moi, ils ont raison d'ailleurs. Hein, ils font ce qu'on leur demande de faire. Bon. Mais j'entends souvent des trucs horribles, mauvais, hein, des pubs, c'est affreux, mal phrasé, avec du mauvais français. Et moi, quand on me demande des choses comme ça, d'abord je fais remarquer, non, c'est du mauvais français, ça. Alors, parfois, il faut que je discute pied à pied pour dire non, c'est pas du bon français. Parfois, j'arrive à le faire admettre, et puis parfois pas. Et puis parfois, on me demande des intonations, des choses fausses. Et là, j'ai du mal, j'ai dit non, je peux pas, j'essaye, mais j'y arrive pas, et je leur dis. Et puis ça m'énerve. Et une fois, j'ai foutu le camp du studio. D'accord. Ça m'est arrivé deux fois. Une fois parce qu'il était odieux, le mec, et bon, et là, je me suis barré. Je me suis barré, je lui ai dit non, je ne veux pas travailler avec vous, vous êtes vraiment trop antipathique, je m'en vais. Mais l'autre fois, c'était publicité, c'était pour l'air d'Hammer. On fait des anecdotes, tiens, voilà une. C'est une publicité à la con pour l'air d'Hammer, là, pour la télévision. Et j'avais enregistré le texte, hein, la voix. Et puis, quelques temps après, on me rappelle, il fallait juste changer la phrase finale. On gardait toute la pub, parce que tout à coup, il n'était plus nouveau. Comme ça faisait déjà un moment qu'il était sur le marché, il n'était plus nouveau, l'air d'Hammer. Donc, il fallait changer en supprimant nouveau. Normalement, c'est un truc que tu fais, tu arrives, tu le fais en 10 minutes, c'est fait, on te fait écouter ce que tu as fait, tu le fais derrière, c'est bon. Là, j'arrive, évidemment, il s'était déplacé à 3 ou 4 parce qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule personne. Il faut qu'il y ait la cliente, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'agence, il faut qu'il y ait le créatif, c'est très important, tu comprends. Donc, ils étaient tous là. Donc, ça a duré tout un bins à me faire écouter ce que j'avais fait avant, à me faire écouter ce qu'une comédienne avait fait sur son spot, des trucs dont j'avais rien à cirer. D'ailleurs, je leur ai dit au moment, je m'en fous. Bon, moi, je vais faire ce que j'apprends très bien. Déjà, ça passe mal dans ces cas-là, mais enfin bon. Et puis, donc, je fais ma phrase, sans te mentir, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Il me rendait fou. C'était jamais ce qu'il fallait. La fille cliente est une petite conne, oui, si elle m'entend, tant mieux pour elle, qui n'était pas une responsable. En fait, elle devait flipper comme une malade de rentrer chez elle avec une phrase qui n'aurait pas convenu à un boss. Donc c'est pourquoi elle ne savait pas dire si c'était bien, si c'était pas bien. Je pense que ça tenait surtout à ça. Donc il me faisait faire de toutes les manières possibles. C'était invraisemblable, mais tout. Et puis, au bout d'un moment, il faut dire que j'étais dans une mauvaise période parce que j'avais appris que j'avais une vilaine maladie. Donc, j'étais juste 15 jours ou 3 semaines avant, j'étais un peu déboussolé. Donc, j'étais encore plus à cran que d'habitude. Et au bout d'une demi-heure, mais sans te mentir, mais des dizaines de fois, j'ai pris mon casque, sorti mon casque comme ça, pof, je suis sorti de la cabine d'enregistrement, je leur ai dit, vous me faites chier. Vous me faites chier, j'en peux plus. C'est plus possible. J'en peux plus, j'en ai marre. Allez vous faire foutre. Je fous le camp. Et je me suis barré. Je été poursuivi par le mec qui dirigeait la séance. Non, reviens, je t'en prie. Non, elles sont impardonnables, je suis d'accord avec toi, mais on a presque fini. Je lui dis non, ça va, c'est bon. Elles ont ce qu'il faut, je m'en fous. On ne paye pas, on prend quelqu'un d'autre pour le faire. Vous ne me payez pas, vous ne me devez rien, mais je me barre. 2 jours après, j'ai mon agent qui m'a téléphoné. Il m'a dit non, c'est bon, ils avaient ce qu'il fallait dans les phrases. Hein, tout va bien, t'inquiète pas. Donc tout ça, oui, parce que il y a des moments où ça devient insupportable. Et ça c'est su dans une autre boîte de pub où on m'a dit ah oui, on aimerait bien pouvoir faire ça. Oui, ne t'amuse pas à nous le faire, mais on était très content que tu le fasses parce qu'on aimerait bien parfois le faire. Mais j'ai du mal, mais c'est couillon, hein. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, mais parce que c'est très dommageable pour moi, parce que du coup, la boîte ne m'a plus jamais rappelé, évidemment, et puis ça me fermait, je me suis fermé pas mal de portes comme ça, hein, en ayant un caractère de cochon. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce milieu, par exemple, tu as longtemps doublé Owen Wilson, je crois que tu le fais toujours d'ailleurs. Il se trouve qu'il est revenu vers moi, là, oui, récemment, en effet, très bizarrement. Par exemple, quand tu doubles Owen Wilson, est-ce que tu as un droit de regard sur le phrasé, l'intonation, est-ce que tu as le droit de changer quelque chose dans le texte, par exemple? Non. Non, sur les grands films, maintenant, on ne peut plus changer le texte. Parce que maintenant, tout a été vérifié par les clients, qui souvent, d'ailleurs, parlent français très mal, voire pas du tout, les Américains. Et puis, si c'est un film Disney... Alors, les films Disney, par exemple, ça, en particulier, ceux-là, tu ne touches à rien. Pas une virgule du texte, même si c'est du mauvais français. Même si on te fait dire « je veux que je parte »,
il faudra que tu le dises. Il faudra enregistrer la bonne version, mais il faut quand même enregistrer la mauvaise version parce que c'est ça qu'ils ont demandé. Tiens, un exemple. Dans le film de Wes Anderson, qui était une espèce de pastiche du Capitaine Cousteau, ça s'appelle comment, la vie aquatique. Oh, Vous allez tout avec moi. trop mignon. Oui, la vie aquatique, c'est ça s'appelait comment, je ne sais plus. On voyait à un moment donné un banc de poissons volants, roses, qui sortaient de l'eau, en volant comme ça. Et ben, ils m'ont fait dire dans la version française, dans le texte, un banc de limandes. Un banc de limandes. Ah. J'ai vu des limandes roses, des limandes en banc, des limandes roses qui volent, qui sortent de l'eau. Et il a fallu dire ça parce que ça a été traduit comme ça, parce qu'ils ont dû regarder sur un dictionnaire que le nom anglais pourrait, je ne sais pas quoi, une connerie à la con. Et donc, c'est passé des limandes. Voilà. Mais ça, c'est Disney. Et alors, donc, pour en revenir à ta question, tous les cas de figure se présentent. De plus en plus, les clients prétendent qu'ils vérifient le texte. Il ne faut pas changer, pas toucher, ou le moins possible. Parfois, tu n'as pas du tout le droit, donc comme je viens de le dire. Et parfois, on te laisse davantage de latitude. Et ça dépend aussi du directeur artistique. Ça dépend du type de produit. Sur les dessins animés, on peut davantage changer. Sur les téléfilms, on peut davantage changer aussi. Sur les films, de moins en moins. Maintenant, on touche rien au niveau du texte. Maintenant, pour le jeu, tu fais, c'est ton domaine. Tu fais ce que tu estimes être bien, et là, tu dépends du directeur artistique qui, lui, te demande de faire autre chose ou de faire différemment. Voilà. Et après, c'est une question d'entente entre le comédien et le directeur artistique. Mais j'ai pas de droit de regard, si tu veux. Non, sur mon jeu, oui. Mais c'est tout. Mais droit de regard, non. Et puis, il faut savoir aussi maintenant qu'on voit tous les gros films, les gros blockbusters, les gros machins, on ne voit pas l'image ou pratiquement pas quand on les double. Ils te donnent des versions avec des images striées, rayées, noires et blanches, sur lesquelles il est écrit en gros propriété de la Warner, propriété de machin. Il y a des passages où on ne voit rien du tout. Tu as même des films où on ne voit qu'un rond sur la bouche qui s'ouvre. C'est tout. Tu comprends, des fois que tu ailles pirater quelque chose. Et on te fait signer aussi on te fait signer des accords de confidentialité de 3 pages sur lesquels on t'explique et tu signes que tu ne diras rien de rien. Et jamais. Même, certains te disent que même après la diffusion, tu n'auras pas le droit d'en parler. Même après la diffusion, il faut le faire. Hein. Et même, on te fait signer que tu n'as pas le droit de dire que tu as signé un accord de confidentialité. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas le droit de dire. Mais parce qu'ils sont tombés dans une paranoïa absolument. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais plus. Oui, à cause de la bouche, du bras droit. Enfin bon, une paranoïa hallucinante, les clients, par rapport au piratage, qui est une connerie phénoménale, parce que ça ne va pas être piraté au moment du doublage. Ce sera piraté de toutes les manières, un jour ou l'autre, mais pas par les comédiens qui font le doublage. Bon, bref. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Est-ce que tu t'entends avec toute l'équipe DBZ? Attends, si je ne m'entendais pas avec quelqu'un, je ne le dirais pas. Ah bon? Non, mais sans donner de nom, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des tensions déjà pendant un jamais. Non. L'équipe a toujours été... non, sincèrement pas. On s'entend plus ou moins bien, on est plus ou moins potes, plus ou moins copains, mais l'ambiance a toujours été bonne entre nous et on est tous assez bons copains. On s'apprécie plus ou moins, je veux dire, on aurait plus ou moins envie de passer des vacances ou des week-ends ensemble, mais l'ambiance a toujours été bonne et très très camarade, vraiment, honnêtement. Et c'était un des plaisirs d'ailleurs de l'enregistrement, c'est qu'on aimait bien se retrouver et passer une journée ensemble. Quand on passait une journée ensemble, déjeuner ensemble, prendre un café ensemble, on aimait bien ça, c'était très très sympathique, ouais. Ce qui va être de plus en plus rare, parce que de ce que je sais maintenant, enfin, de ce que je vois par rapport quand j'étais voir mes enfants faire du doublage, c'est que tu tournes ta scène, tu n'es pas forcément à tourner avec quelqu'un, quoi. On enregistre, on ne tourne pas. Tourner, c'est le cinéma. On enregistre. Oui, non, maintenant, maintenant avec la Covid, là, on enregistre tout seul. On se fait tout seul. Mais déjà, avec l'apparition de l'informatique, on travaillait de plus en plus, de moins en moins en groupe. Voilà. Mais non, c'est ce que je voulais dire, cet aspect-là, c'est-à-dire il n'y a plus besoin d'être tous dans la même pièce pour faire un dialogue ou une scène à plusieurs, quoi. Voilà, quand on travaillait en cassette,
À l'époque, quand on a commencé Dragon Ball, on travaillait en cassette, enfin sur des cassettes vidéo. Donc on chargeait la cassette, donc on était tous là le matin à 9h30, on chargeait la cassette et on déroulait l'épisode. Donc on était tous là dans le studio. Si on n'était pas des scènes, on sortait prendre un café, téléphoner, faire autre chose, aller pisser. Bon, mais sinon on était tous là. Puis ils nous appelaient quand on faisait partie de la scène. Donc on pouvait tout regarder tout l'épisode si on voulait, mais on restait pas à s'abrutir dans le studio toute la journée. Mais avec l'apparition de l'informatique, où c'est des fichiers informatiques, on peut parce qu'à l'époque on ne pouvait pas isoler les personnages. Je veux dire, si on m'avait appelé moi Eric pour faire que mon personnage, il aurait fallu dérouler la cassette d'une scène à l'autre. C'était compliqué de dérouler à chaque fois. Et puis si on faisait plusieurs épisodes, il fallait changer de cassette. Donc on faisait la cassette dans la foulée. Une fois qu'elle était faite, on passait à une autre cassette. Aujourd'hui, avec l'informatique, comme c'est des fichiers, on peut faire instantanément passer de la fin d'un film, enfin du début à la fin d'un film. Et donc on fait personnage par personnage. Donc on s'était mis à faire de plus en plus personnage par personnage. Donc les directeurs artistiques faisaient une matinée avec 2, 3, 4 comédiens maximum parce qu'ils pouvaient faire un plan, ils ramassaient tout le monde. Et puis donc on commençait déjà à se voir moins tous ensemble. Et puis maintenant avec le ou la Covid, comme on voudra, on se fait tout seul. Donc c'est un peu chiant. Mais l'avantage c'est que ça va plus vite. Voilà. D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé de doubler un acteur que tu trouvais particulièrement à chier? Oui. Alors du coup, est-ce que tu dois toi aussi être à chier pour suivre son... Comment dirais-je, un acteur est souvent essentiellement mauvais dans le regard et dans les expressions et dans les attitudes, plus que dans l'élocution. Donc nous, ça nous concerne moins. Et puis parfois, il fait des appuis ou il fait des arrêts ou des choses excessives dans la manière de jouer, mais qui pourraient passer dans une autre situation ou qui, avec un autre regard, avec un autre type de dialogue, pourraient passer. Enfin, nous, notre travail derrière consiste de toutes les manières à essayer de rentrer dans l'image et à essayer de reproduire ce qu'il a fait. Alors tu te dis, oui, il n'est pas bon, mais ça n'a pas... Je ne sais pas comment dire ça. Ça n'a pas énormément d'incidence. Ça ne t'aide pas à trouver des appuis positifs, à trouver des appuis, de bons appuis en toi pour le jeu. Mais ça n'est pas un handicap essentiel. Je veux dire, on ne se sent pas mauvais pour autant. Il faut rentrer dans ce qu'il a fait. Il faut parler fort s'il a parlé fort. Alors, tu te dis, oui, il n'aurait pas dû parler fort à ce moment-là, mais ce n'est pas très grave. Tu vois, tu n'aurais pas joué la scène de la même manière. Mais quand toi, tu te contentes de doubler, on ne te demande pas d'être mauvais. Tu ne seras pas mauvais, tu vas te contenter de suivre ce qu'il a fait. C'est pas exactement la même chose, tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'il soit mauvais à l'image, te dire, oh oui, merde, c'est pas bon, c'est pas agréable, bon, je l'aurais pas joué comme ça, mais ça n'a pas une... Enfin, moi, c'est ma manière de dire les choses, peut-être qu'un autre comédien te dirait ça différemment. Ça n'a pas une incidence essentielle sur ta manière de faire à toi. Tu ne te sentiras pas forcément toi-même spécialement mauvais. Ou tu vas forcer, si certains acteurs américains souvent surarticulent des trucs, alors ça te force à faire des choses qui ne sont pas pratiques à faire. Donc, mais c'est pas pour autant que tu vas te sentir mauvais, tu vas te forcer à faire des trucs qui ne sont pas vraiment naturels. Mais moi, là ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, je ne vais pas me sentir mauvais pour autant. Je vais essayer de faire un truc dont je me dis c'est pas comme ça que je l'aurais fait, mais je vais essayer de remplir ça et trouver les appuis pour le rendre juste. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que tu as des projets maintenant là quels sont tes... Je ne sais pas si tu as peut-être le droit d'en parler, tes futurs travail de comédie. Non, pas de projet ou non, tu n'as pas le droit? Ou non, tu ne veux pas? Je ne sais pas de quoi tu me parles. D'accord. J'ai plus d'argent à mettre dans le truc. Non, et en tout état de cause, oui, non, je ne sais pas. Allez voir sur YouTube, tiens, en ce moment. Il comprendra qui voudra, on s'en fout. Et en tout état de cause, dans le doublage, on ne parle pas de projet. Parce que le doublage, on parle de projet quand on a une pièce de théâtre. Oui, j'ai le projet de telle pièce parce qu'on va la répéter, ou j'ai le projet d'un tournage parce qu'on te donne le scénario, le script avant, tu l'apprends, et donc c'est un projet, c'est quelque chose que tu vas faire dans l'avenir. Le doublage, t'as jamais ça. On t'appelle pour travailler la semaine d'après, ou le lendemain, ou dans 3 jours. Quand tu as une série qui va revenir, tu as le projet de faire cette série, mais on ne parle pas de projet, c'est pas un terme qu'on utilise dans le doublage. Mais le travail vient, ne vient pas, j'en ai un petit peu régulièrement, oui, là, j'en ai un petit peu en cours de route. Bon, voilà. Des choses à ajouter, monsieur Legrand? Monsieur Chris Veillère, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé.
À chaque fois, je me dis, pourquoi j'ai parlé autant? Pourquoi j'étais bavard comme ça? C'est terrible, je peux pas me refaire. C'est affreux. Je suis... Ah là là, bon, je n'arrive pas à me contenir. C'est terrible, hein? C'est affreux. Pour moi, parce que ça me fait du contenu. Et les gens voulaient savoir, ils voulaient connaître le Éric Legrand qui se cache derrière tous ces personnages. Donc, je pense que là, la mission est accomplie. Je sais pas, je me rends pas bien compte. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Si j'avais été regardé avec moi la question qui voulait... oui, si on avait qu'il y avait un de tes abonnés, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui se demandait mon regard sur les dessins animés, sur l'évolution des mangas, etc. Mais ça, il faut qu'il sache que ça n'est pas du tout mon... Je n'en regarde jamais, je n'y connais rien. Ça n'est pas mon univers du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai été élevé à Walt Disney, hein, et puis après Tex Avery, mais tout ce qui est du domaine des dessins animés japonais, ça n'est pas du tout ma culture, ça n'est pas du tout quelque chose vers quoi je vais. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que je n'ai pas d'opinion, enfin comment dire, j'ai une opinion de spectateur, mais enfin parce que ça n'est pas mon truc, mais je ne me permets plus de juger ça. Fut un temps, quand j'ai commencé, j'avais le tort d'ailleurs, je disais des horreurs sur la question, j'ai eu très très tort, j'étais très très bête, péché de jeunesse, que j'avoue aujourd'hui, que je reconnais. J'ai dit des choses très négatives là-dessus, plus maintenant, parce que je me rends compte que c'est un tel impact, que c'est un tel succès, qu'il y a forcément quelque chose. Je passe à côté de ça, je ne me rends pas compte, je ne le comprends pas. Mais donc je n'ai plus de jugement dessus. Et sur Dragon Ball en particulier, et les Chevaliers du Zodiaque, ça n'est pas des produits ce ne sont pas des œuvres que je regarde, ce ne sont pas des œuvres dont je suis client, mais j'ai une tendresse infinie pour eux parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que ça m'a apporté beaucoup de retours positifs, ça m'a apporté de connaître des gens, toi par exemple en particulier, ça m'a fait avoir des contacts dont je remercie le destin. Mais donc j'ai beaucoup de tendresse pour ces œuvres-là, pour ces personnages, mais pour ce que ça m'a apporté. Pas pour le travail que j'ai eu à y faire. Tu n'es pas client, quoi, de base. Tu n'auras pas été voir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça n'est pas du tout mon univers. Ça n'est pas quelque chose même que je comprends. Et je me rends compte. Et on essaie. Et des amis à moi maintenant, enfin des gens qui sont devenus des amis et qui sont fans ou qui ont été fans de ça, qui sont grands maintenant. Hein. Et des gens intelligents, cultivés. Parce qu'au début, je me disais c'est pour les cons. Hein. Mais je me suis rendu compte que c'était une erreur de penser ça. Et donc, je te dis, des amis à moi qui ont été fans et cherchent à m'expliquer, me faire comprendre. Alors, je perçois intellectuellement ce qui peut faire le succès de ces choses-là quand on me les explique, mais je n'arrive pas à le ressentir. Et je me dis, mais oui, je passe à côté de quelque chose. Je mourrais sans avoir touché du doigt vraiment, sans avoir compris, sans avoir percuté. Où est-ce que ça touche? Comment est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça provoque? Et c'est une drôle de chose. Bon, bref, donc je ne peux pas répondre à cette question parce que ça n'est pas mon... Je ne regarde pas, je ne sais pas. Je ne connais pas tous ces animés-là. Et écoute, si tu n'as rien à ajouter, ça sera le mot de la fin. À moins que tu aies une anecdote incroyable sur Brigitte Lecordier à nous sortir. Non, il n'y a pas. Ah oui, il n'y a pas d'anecdote dans le doublage. Les gens souvent nous demandent ça, mais nous tous les comédiens, on ne sait pas quoi répondre à ça parce qu'il ne peut pas y avoir d'anecdote. Il y a des anecdotes au théâtre quand tu es en train de jouer. Quand tu es en train de jouer, il peut se passer un truc sur scène. Alors oui, et après tu racontes, il s'est passé tel truc, machin. J'ai dominé la situation, j'ai continué, c'était un truc, j'ai eu une crise de fou. C'est des choses drôles à raconter. Mais en doublage, il n'y a pas. Tu t'enregistres, tu te viandes, tu arrêtes la prise ou tu la recommences. Et puis c'est tout. C'est comme en tournage en quelque sorte. En tournage, tu as des chutiers, des bêtisiers, mais ça n'est qu'un bêtisier, c'est pas une anecdote. Tu recommences la scène et puis c'est tout. Donc on peut pas avoir d'anecdote. On a des histoires, enfin, je veux dire, des rencontres ou des produits sur lesquels les choses se sont bien passées ou mal passées, mais il n'y a pas d'anecdote au sens propre du terme, on va dire. Voilà. Très bien. Ah oui, ça si, voilà. Ça c'est une chose que je vais rajouter. On demande, oui, les choses qui m'intéressent. Je suis passionné d'histoire, j'adore l'histoire, et j'aime les langues. Voilà, j'aime les langues, le français, non pas ce qui est ma langue maternelle, mais j'aurais une autre langue maternelle, j'aimerais mon autre langue maternelle. Et j'adorerais être multilingue, parler plein de langues, j'adorerais ça. Je suis jaloux à mourir des gens qui sont bilingues de naissance, qui sont trilingues, certains parlent 4, 5 langues, c'est une horreur, j'ai envie de les tuer, mais c'est bien possible. Et ça me passionne complètement. J'aime le français. C'est un bel outil, c'est quelque chose de beau. Et j'aime qu'on parle bien, et j'aime l'orthographe.
Après, j'aime la grammaire et c'est quelque chose. Alors, je suis un peu un ovni, enfin, je suis un peu un dinosaure, je sais pas, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent. Mais moi, ça me plaît, j'aime ça. C'est quelque chose de. C'est comme un très bel objet. Voilà, c'est une belle dentelle. En tout cas, chers abonnés, pour avoir pris des coups de fusil d'Eric, ne dites jamais etc. Etc. Oui, Voilà. Eric me reprend à chaque fois sur mes vidéos quand je dis etc. Effectivement, c'est etc. Et je n'ai pas intérêt à l'orthographe parce que je fais dans la seconde, quoi. Etc. Mais les mauvaises prononciations, mon Dieu. Et le Brexit. Qu'est-ce que le Brexit peut m'énerver? C'est Brexit. Non, pardon, c'est l'inverse. Non, j'ai une connerie. Non, les gens disent Brexit. C'est pas comme si ça t'excitait. Non, ça ne t'excite pas. C'est exit. Ça vient de British exit. Donc c'est Brexit, pas Brexit. Ça m'énerve tous les jours. Heureusement, il y en a des qui parlent de Brexit, mais tu en as plein qui disent le Brexit. Qu'est-ce qui t'excite dans le Brexit? Rien. C'est le Brexit. Il y en a peut-être que ça excite, qui sait. Hein, je ne sais pas, mais bon. Ouais, enfin bon, voilà. Ça y est. Ah, ça y est, je suis encore énervé. Ah, écoute. Non, je plaisante. Bon, je ne sais pas si ça va intéresser grand monde, tout ça. Bon, voilà. Et tu vas voir, et je suis sûr, et je suis certain qu'il y aura encore des critiques pour trouver que je suis bon. C'est ce que je dis à chaque fois sur mes chaînes, je ne réponds pas aux critiques. Celui qui n'est pas content, il va voir ailleurs. Je ne débattrai jamais sur du hater, sur du troll, j'en ai strictement rien à foutre. Mais je suis certain qu'il y en aura encore, dans tout ce que j'ai dit, il y en aura qui trouveront que j'ai dit des conneries, ça, pas tous ils ont le droit, mais que je suis, je sais pas quoi, hautain, prétentieux, froid, je sais pas. Ah oui, j'étais hautain, prétentieux, froid, distant, oh là là, mon Dieu. Éric Legrand, merci infiniment pour ce podcast exceptionnel. Et surtout, chers abonnés, n'hésitez pas à faire tourner cet entretien parce qu'il n'y en aura pas d'autres de sitôt, je pense, de la part d'Éric. Et je vais mettre un petit extrait d'un de tes doublages. Et moi, je vous dis à très vite, ne lâchez rien. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo musculation. Tchuss! Salut Éric! Salut Chris, t'embrasse. Ciao. C'est pas bientôt fini cette histoire? Vous êtes peut-être un ami de Vegeta ou quelque chose dans le genre, mais vous venez de gâcher la fête que j'avais organisée pour mes 38 ans. Maintenant, on sait quel est son âge. Oh non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.